qui nous a envoyé le dossier qu'il a constitué aussitôt après notre émission et l'article du Canard enchaîné. Or, cet article, je ne l'ai vu publié intégralement nulle part, Olivier Zemmour. Je pense que l'AFP, vous êtes tous d'accord pour reconnaître que ces enquêtes sont sérieuses, ou du moins... Certains journaux en ont publié des grandes parties. Enfin, nous avons trouvé que ça méritait effectivement une enquête. Nous l'avons menée à l'AFP. Et nous en sommes arrivés, enfin nous l'avons mené auprès des cardiologues, auprès des fabricants de stimulateurs. Nous avons également interrogé le ministère de la Santé, nous avons mené une enquête sérieuse et nous sommes arrivés à la conclusion que si certaines accusations étaient sans fondement, en particulier celle qui consiste à dire que des cardiologues prennent sur des cadavres des stimulateurs pour les poser ensuite sur des malades et les facturer une deuxième fois, voire une troisième fois à la sécurité sociale. En revanche, les accusations concernant des pratiques commerciales douteuses, il nous a semblé, enfin, on a même pu constater qu'elles étaient très généralisées, qu'il ne fallait pas attaquer une entreprise en particulier, parce que, bon, moi, de l'avis de cardiologues et de fabricants et du ministère de la Santé, ce sont les pratiques qui concernent un bon nombre et de cardiologues et de fabricants. D'autre part, nous sommes aperçus, et ça c'est intéressant aussi, qu'il y a quand même un petit problème, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être cardiologue pour poser des stimulateurs. C'est quand même étonnant parce que si l'acte lui-même, la pose elle-même n'est pas un acte technique très compliqué, en revanche, décider des indications et être capable d'assurer le suivi, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile. Et enfin, nous sommes aperçus que la sécurité sociale ne maîtrisait absolument pas le dossier stimulateur. Voilà, le dessin de Plantu, il y a un coffre-fort à la place d'un stimulateur. Bon, je vous signale que dans votre article, qui n'a pas été repris par le quotidien et par Magazine Hebdo pour compléter leurs informations où ils n'attaquent en tout et pour tout qu'une seule maison, il est dit là-dedans, par le représentant du ministère de la Santé, le Dr Lalande, la concurrence effrénée que celui des 13 fabricants qui se partagent le marché français engendre des pratiques peu honnêtes. C'est dans l'article de l'AFP, vous l'avez tous reçu, mais vous ne l'avez pas cité. Alors, les industriels proposent des avantages de toutes sortes aux médecins qui ont maintenant pris l'habitude de revendiquer cette manne, ajoute le responsable présidentiel des stimulateurs. Je cite toujours l'article de Mme Zemmour. Je suis obligé d'offrir des avantages, se plaint M. Martin, directeur de Biotech. Bon, je rémunère certaines études ou les contrôles des stimulateurs effectués par les médecins. Je ne pratique pas le dessous de table, je n'en ai pas les moyens en tant qu'importateur, mais je sais qu'il y a des sociétés qui le font. Il est également exact que certains centres mettent un pacemaker à n'importe qui pour des raisons financières. Voilà, le docteur de Dino, que vous citez aussi, il y a un certain nombre de médecins qui implantent sans y connaître grand-chose. Quand on est payé à l'acte, il est parfois tentant de multiplier. Il dit, je frémis quand je vois le nombre de centenaires à qui on a... ça, c'est un autre témoignage. Le docteur Bonnet, hein, je crois. Non. Non. Non, c'est encore. Après, c'est le PDG de Cardio France. Voilà, c'est ça. Le docteur Bonnet dit, je connais des orthopédistes, des gastro-entérologues qui posent des stimulateurs. Bon, tout ça, ça a apparu dans la première édition de France Soir et ça a disparu des éditions suivantes. Ça, je vous le signale en passant. Alors, c'est tout de même étonnant, c'était facile pour l'AFP, pour vous de vous recevoir, vous êtes abonné à l'AFP. Si vous voulez dire qu'il y a un lien quelconque d'intérêt entre le quotidien de Paris, le quotidien du médecin et les ennemis de Cardio France, alors là, je vous dément totalement et catégoriquement. Hein. Oui. Je vous dis simplement, oui, un petit ricanement, hein, je vous dément totalement et catégoriquement, mais si vous voulez, ce sera l'objet du procès. Mais revenons aux pièces. C'est le docteur Mujica que vous n'avez pas invité. C'est le seul Et bien justement, non, il y a un autre médecin, il y a un ancien démarcheur de Cardio France. Le docteur Mujica a dit, j'ai reçu un jour la visite d'un représentant de Cardio France qui m'a proposé un dessous de table de 4 000 francs par appareil, je l'ai expulsé, et le PDG de Cardio France répond avec une grande bénignité, oh, ces mots ont sans doute dépassé sa pensée, le docteur Mujica est un ami, je ne porterai pas plainte. Oui, tout ça. Alors, nous allons parler des rapports qui existent, puisque moi, ce que je vous reproche, c'est qu'il était intéressant d'étudier le problème dans son ensemble. Vos deux journaux, sur la foi d'un seul témoignage, à peu de choses près, parce que vous parlez d'un ou deux autres, mais en fait, en tant que médecin, il n'y en a qu'un, vous revenez pour attaquer une seule maison qui est une maison française. C'est quand même bizarre. Alors, vous nous avez lancé sur une piste. Vous avez soulevé un lien. oui, il a été en a soulevé 10. Alors, la vie ouvrière, vous sortez demain, la vie ouvrière. À partir de lundi, nous sortons Lundi. un numéro qui sera en vente dans les entreprises et dans certains kiosques où nous faisons effectivement des révélations sur la réalité du scandale des stimulateurs cardiaques. Et ce scandale ne touche pas uniquement Cardio France. Je dirais même que dans une certaine mesure, Cardio France en est plutôt à l'écart.
même s'ils sont obligés pour leur existence, effectivement de faire un petit peu comme tout le monde fait, mais d'ailleurs c'est attesté par un rapport qui a été commandé par le ministère de l'Industrie il y a quelques années, où on explique très clairement dans ce rapport que les Américains, dans leur volonté de s'installer sur le marché français pour le dominer entièrement, pratiquent, grâce aux revenus, aux profits qu'ils réalisent en Amérique sur ce marché-là, les transferts en France pour effectivement proposer des bacs chiches aux cardiologues, aux hôpitaux, cliniques et autres. Et qu'effectivement, dans la foulée, les constructeurs français sont obligés d'une certaine façon de pratiquer la même chose. C'est quand même présenter les choses d'une autre façon. Et alors, puisque Magazine Hebdo et Quotidien de Paris se vantent d'avoir fait une enquête qu'ils considèrent objective, honnête, eh bien, moi je voudrais quand même leur rappeler un certain nombre de choses et de documents que nous nous sommes procurés, que je suppose vous auriez pu vous procurer vous-même si vous en aviez eu la volonté. Mais mon point de vue, c'est que vous avez fait un choix. C'est le choix de provoquer la disparition du seul constructeur français à 100%. Parce qu'effectivement, il existe plusieurs constructeurs français, mais qui sont quand même, pour une certaine partie de leur capital, dominés par des étrangers. Bien. Donc CardioFrance est la seule société française à 100% réalisant des stimulateurs cardiaques ayant ses équipes de chercheurs, d'ingénieurs, de techniciens. Il y a un petit détail. Non, excusez-moi, vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Alors les détails, je vais vous les apporter, hein, s'il vous plaît. Bien. Parce que quand on fait dans le mensonge, parce que je dis que vous avez fait dans le mensonge purement et simplement, même si les termes vous paraissent un peu outrés, mais je vais le prouver. Bien. Vous dites donc que CardioFrance serait le seul à pratiquer le bac chiche auprès de cardiologues. Vous en citez un qui, y compris, s'est trouvé, disons, très gêné, très outré qu'on ait pu lui proposer 4 000 francs. En l'occurrence, le professeur Mujica, mondialement connu, comme vous venez de le rappeler. Eh bien, je voudrais quand même dire que le professeur Mujica, qui se part de beaucoup de vertus, a, en 75, vous me direz que depuis il a pu évoluer et changer dans le bon sens, mais quand même en 75, il écrivait une lettre à M. Jacques Buffet, qui est actuellement un des dirigeants de CardioFrance, mais qui à l'époque était vendeur chez Ella, qui est l'autre constructeur français contrôlé à moitié par Saint-Élavo. C'est quoi Saint-Élavo? C'est aussi c'est un groupe, enfin c'est L'Oréal, Saint-Élavo, on ne va pas rentrer dans les détails. Voilà. C'est Nestlé d'ailleurs. Au départ c'est Nestlé. Ça veut dire ça. C'est-à-dire Je vous invite à l'essentiel. voilà. Alors, je vais vous lire simplement ce petit passage de la lettre qu'a faite M. Mujica à M. Jacques Buffet, qu'il tutoie d'ailleurs. Un petit passage. Je voulais te dire que les engagements que j'ai pris envers vous, c'est-à-dire envers la société ELA, au début de l'année, seront tenus. Je te les rappelle. 350 à 380 appareils. À ce jour, j'en ai posé 289. J'ai mis 289 ELA depuis le 1er janvier. D'ici à la fin de l'année, je pense en commander entre 100 et 120. Mes engagements seront donc même dépassés. J'ajoute, j'espère, plus exactement, et là, je vous demande de bien écouter, que vous tiendrez également les vôtres. Et il souligne le passage lui-même dans le texte. Je veux dire que, bien sûr, ça n'est pas dit directement, mais on peut interpréter cette phrase de façon diverse. J'ai tendance à considérer que M. Mujica... des choses encore plus précises que ça, parce que vous dites qu'il y a des liens financiers qui ont été très longtemps entre M. Mujica et M. Buffet. Alors, nous voulions éviter de... Hein? Oui, vous l'avez écrit. C'est une manière qui n'est pas bien tout à sûr, fait mais ce n'est pas le docteur Mujica... Il faut lire. Eh ben, lisez-le, alors. Le docteur Mujica a effectivement été un des dirigeants de cette société CardioFrance pendant plusieurs années, et puis à la suite de toute une série de tribulations sur lesquelles il serait peut-être intéressant de revenir. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Non, ça n'est pas une révélation. Vous nous accusez de Non, mais les révélations, mensonge. je vais les faire. Vous nous accusez de mensonge et d'omission. Mais je vais les faire, les révélations. Attendez, vous permettez? Vous nous accusez de mensonge et d'omission, et en particulier d'avoir remis les liens du docteur Mujica avec la société de M. Buffet. C'est tout au long de ces deux colonnes, voulez-vous que je vous les lise? C'est raconté en détail. Ils font la même société au départ, ils se séparent ensuite, ils revendent ses parts, etc. Je vois que je vous donne de la révélation. Allez à l'essentiel. Allez à l'essentiel. Il nous reste quelques minutes. Vous dites qu'effectivement, la société, par exemple, la société CardioFrance, fournit des pacemakers, des stimulateurs peu fiables.
Et vous produisez dans Magazine Hebdo, puisque là, vous êtes plus précis que le Quotidien de Paris, même si vous reprenez la même thèse, vous dites, pour le prouver, vous reproduisez une lettre du docteur Jean-Paul Letouzé, qui travaille au service du professeur Robert Slama à l'hôpital de la Réboisière. Et vous utilisez cette lettre, vous citez une phrase, « Depuis 6 semaines environ, 5 accidents de surinfection de stimulateurs cardiaques implantés sont survenus dans notre service. » Et à partir de là, vous en tirez la conclusion que ce sont bien sûr des stimulateurs Cardio France, que Cardio France est seul responsable de ces pannes. Mais il y a les 5 numéros. Ouais, mais il n'y a pas la réponse. Absolument. Il y a la réponse. Or, il y a une réponse que nous reproduisons dans la vie hier. On est journaliste ou on n'y est pas, monsieur. Voilà. Ce sont des Il y a une réponse qui est faite et que vous n'avez pas donnée comme par hasard. La lettre que vous reproduisez du docteur Jean-Paul Letouzé est du 27 décembre 1982. Non, je crois qu'il faut résumer un peu parce que nous avons maintenant, Bougro, il faudrait dire que... Non, mais j'en suis au point précisément de la révélation. Je vous redonnerai la parole après, je crois que le téléspectateur, comme certaines des personnes qui sont sur le plateau, doivent avoir un peu l'impression bizarre d'assister à un règlement de compte. Voilà. Je voudrais confirmer. En fait, il s'agit bien d'un règlement de compte. Voilà. Alors, nous, on a enquêté. Aussi, Libération Enquêtée, on n'en a pas dit pour le moment. On a publié une enquête d'ailleurs assez longue, puisqu'elle fait 4 pages. Non, attendez, elle fait 4 pages dans le journal. La réponse, c'est qu'elle a enchaîné qui a fait des révélations. Alors, nous critiquons aussi bien d'ailleurs, droit de réponse, le Canard enchaîné, Magazine Hebdo et le Quotidien. Alors, j'ai pas l'habitude de prendre des... Vous nous avez reproché la dernière fois de ne pas enquêter là-dessus. Nous avons publié notre enquête à la fin du mois de novembre, nous y avons mis du temps. Et finalement, ce que nous avons découvert, et pourquoi aussi nous avons mis autant de temps, nous avons découvert qu'il y avait effectivement dans le milieu de la stimulation cardiaque de véritables règlements de compte. Et je crois que le Canard enchaîné, droit de réponse, avait raison, effectivement, avait raison, je le dis, de dénoncer un scandale et de dénoncer des pratiques. Car il existe déjà de nombreux documents, et nous, notre enquête l'a confirmé, pour montrer que si sur certains points il y a eu exagération, sur d'autres, c'est vrai, il y a une pratique de bac-chiche déguisé pour faire vendre du stimulateur cardiaque. Ça existe. Mais derrière tout ça, c'est qu'il y a une guerre commerciale. Guerre commerciale entre des grandes entreprises, en général américaines, des petites françaises qui essaient de se débattre, donc Cardio France. Il y a les grands services hospitaliers, qui sont en général en rapport avec les grandes entreprises américaines. Il y a les petits implanteurs, qui ne sont pas liés aux grands services hospitaliers, et qui, eux, sont démarchés par les petites entreprises françaises. Et puis là-dessus, il y a tous les trusts pharmaceutiques, etc. Alors, il y a une guerre là-dedans. Et cette guerre, c'est même traduit par des choses étranges, car quand on fait l'enquête, on s'aperçoit que des faux ont circulé. Le Canard enchaîné a été trompé, par exemple. Le Quotidien de Paris a failli l'être, puisque le 19 novembre, le Quotidien de Paris annonçait des révélations extraordinaires. Ces révélations, nous les connaissions, puisque nous avions reçu, nous aussi, le même document, sans doute, que le Quotidien de Paris. C'est un document qui attaquait Cardio France. Et puis, en vérifiant, nous sommes aperçus, le Quotidien aussi, que ce document était faux. Non pas faux, mais qu'il n'était pas aussi probant qu'on voulait bien le faire dire. Il y a un règlement de compte. Alors, ce que je reproche, moi, personnellement, à un certain nombre d'enquêtes qui ont été faites, et je pense d'ailleurs notamment d'enquêtes de Magazine Hebdo et du Quotidien, c'est qu'ils sont totalement de parti pris dans cette affaire et qu'ils ont essayé de défendre, d'attaquer une entreprise qui n'est sûrement pas toute blanche, Cardio France, je n'en sais rien, pour défendre une idée qui est qu'en gros, il n'y avait finalement pas trop de magouilles dans ce secteur. Alors je crois que les choses sont plus compliquées, peut-être moins graves qu'on a voulu le dire, mais en tout cas, elles sont attestées. Elles sont attestées, il y a effectivement des pratiques douteuses dans la stimulation cardiaque. Et par exemple, maintenant même des journaux, comme le Quotidien du médecin, qui défendait absolument l'honnêteté de l'ensemble du milieu, l'absence de ces pratiques, dit comme Libération, 8 décembre, 10 jours après, employant à peu près notre vocabulaire, la guerre économique et industrielle que se livrent certains constructeurs, des conflits d'école entre des experts, etc. Il est bien vrai que les indications mériteraient d'être précisées, il est vrai que le système de fixation des prix, etc., etc. Il est vrai que la stimulovigilance devrait être mieux organisée, il est vrai, etc. Et le Panorama du médecin, qui n'est pas un journal contestataire, qui est un quotidien du médecin sérieux aussi, dit « La ristourne sur chaque poste de pacemaker est une évidence trop constante et trop ancienne pour que quiconque puisse la nier. » Donc il y a des pratiques de bac-chiche. Et il y a des rapports que je ne vais pas citer parce que je ne peux pas être ennuyeux, nous les avons publiés, qui montrent qu'il y a des pratiques, mais il ne faut pas généraliser, il ne faut pas dire que c'est partout. Mais il y a eu, et c'est ça qui me semble intéressant, puisqu'on est dans une émission qui s'appelle Revue de presse, il y a eu une espèce de guerre, et la presse est utilisée dans cette guerre. Et je crois que c'est quand même un exemple extrêmement intéressant où le métier de journaliste, la difficulté à faire des enquêtes se heurte parfois à des groupes de pression, à des intérêts, à des lobbies, et qu'il faut faire très attention, lorsqu'on fait une enquête de ce type, à ne pas être manipulé.
Bien. Alors, vous vouliez terminer, la vie ouvrière, terminer vite votre révélation en une phrase. J'en ai deux. Oui. J'en ai deux. Bon, Alors, premièrement, allez-y. par rapport à ce qu'a utilisé le magazine Hebdo, je voudrais dire quand même qu'il y a eu une réponse non publiée, datée du 19 janvier 83, par le professeur Robert Slama, qui dirige le service dont dépend M. Letouzé, le docteur Letouzé, qui explique, je peux la lire la lettre, non, elle n'est pas très longue. Alors, Voilà, lisez-la si vous voulez. Bon. C'est surtout la dernière phrase, si vous voulez, qui fait justice précisément des accusations Oui. de mauvaise qualité des stimulateurs Cardio France. Il dit qu'il n'y a pas eu de défaut des appareils, mais la stérilisation n'est pas en cause, il y a aussi qu'une préparation cutanée insuffisante, etc. Et je suis heureux de pouvoir vous rendre justice, écrit le professeur Slama. Donc ça, c'est ma réponse. Alors, les autres révélations, elles concernent alors effectivement les documents concernant la réalité des pots de vin qui frappent probablement l'ensemble de la profession. Ce sont des documents que nous avons réussi à nous procurer qui proviennent du département biomédical et chirurgical de la CGR, qui à l'époque, il date de 79, qui à l'époque distribuait les pacemakers, pacesetters américains. Et on a plusieurs documents dont on a reproduit un seul dans La Vie ouvrière et on en cite d'autres, mais où on dit tout à fait clairement, par exemple, là j'ai un contrat de recherche pacemaker, c'est une note qui est faite par M. Jean-Paul ou Non, Jean-Pierre. ne citez pas tous les noms, ça n'a Jeannot. aucun intérêt. Où on dit, oui, absolument. Alors là, ne recommençons pas à tomber dans le même travers. Où on voit, entre autres, une phrase comme ça, le contrat initial prévoit un reversement de 2500 francs par stimulateur cardiaque, et la concurrence propose actuellement la somme de 3000 francs, allant même jusqu'à 3500 francs dans certains cas. C'est-à-dire que Pacesetter propose donc des bakshish, ni plus ni moins, en se référant à la pratique générale, y compris apparemment ils ont des tarifs en dessous. Je veux dire que on a d'autres documents du même genre que La Vie ouvrière expose. Il circule à Paris une quantité de documents aujourd'hui qui Alors, est très facile. Mais ce qui est S'il vous plaît, Alors, non, j'ai un invité, soyez poli avec l'invité féminin de cette soirée, si vous lui donnez la Pour parole. revenir, si vous voulez, moi j'ai pas compris grand chose à votre truc, hein, je vous le dis franchement. Oui, de mon Et ordre. j'ai peur que beaucoup de gens n'aient rien compris. Mais écoutez, Bon, Jean-François simplement, Capet, non mais vous j'ai avez du parler un article dans votre Oui, journal. justement, Achetez La Vie ouvrière. Attendez, je vais vous dire, il ne faut pas, vous, ici, vous lancez des coups et vous ouvrez des dossiers. Vous avez raison. Non, c'est pas moi qui Non l'ai mais, fait, c'est non, mais de temps en temps vous le faites. Moi, j'ai pas cité. Non mais voilà, je veux dire, c'est vous qui avez lancé cette affaire-là, comme d'autres affaires, et c'est très bien. Et ne serait-ce que pour ça, cette émission doit exister, c'est très bien. Seulement, vous ne pouvez pas demander, une fois que vous lancez une affaire et que vous demandez d'enquêter, vous ne pouvez pas demander qu'a priori, on soit ensuite à 100% d'accord avec vos conclusions. Pourquoi je dis ça? Du tout. Non mais laissez-moi. Simplement d'en parler. Non mais voilà, c'est un laissez-moi. article dans Mais l'événement. écoutez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'ici, on a évoqué une autre affaire que vous avez lancée, qui est l'affaire Boussac. Oui. Bon, il se trouve que justement, et vous en êtes témoin, nous avons enquêté. Nous y avons été. Nous avons enquêté. Demi-heure. Nous avons enquêté. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous ne pouvez pas dire ça à la fin. Zut, vous n'avez pas le droit de dire qu'on est à 100% et qu'on n'est pas. On a enquêté. L'enquête prouvait, elle était très sérieuse. On a enquêté pendant 1 mois et demi. Elle prouvait que vous aviez raison à 70%. Et à 70%, en effet, c'était vrai. Et on l'a dit. Et d'autres ne l'ont pas dit. Mais à 30%, ce n'était pas vrai. Et notre rôle, c'était de dire qu'à 30%, ce que disait M. Jean-Claude Boussac était faux. Il ne faut pas exiger, ou alors vous allez, si vous voulez, vous jouez un rôle important, mais n'exigez pas nécessairement c'est que la qu'on soit presse. à 100% d'accord avec ce que vous lancez à priori. Non, ce que vous voulez leur demander. Il y a des journaux qui n'ont rien fait, c'est ça. Alors, un dernier mot là-dessus. Oui, Alain Lefebvre. S'il vous plaît, Michel Pollack. Non, est-ce que je peux prendre la parole 2 minutes parce que j'ai été mis en cause de façon brutale par tout le monde ce soir, donc je voudrais bien pouvoir réagir, bien que je ne sois pas sur ce plateau pour parler de ça. Mais ça va l'introduire. Alors d'abord, je voudrais dire que si Magazine Hebdo s'est intéressé à Cardio France, c'est parce que j'étais sur ce plateau lorsque M. Buffet était derrière l'écran et que je l'ai reconnu. Alors je veux dire, je crois qu'il faut le dire quand même parce que c'est l'information la plus importante qu'on peut donner sur cette affaire. Pourquoi nous sommes-nous intéressés à Cardio France? Parce que le patron de Cardio France est venu ici, caché derrière un écran, dire tout ce qu'il voulait dire sur la manipulation. Bon, alors je l'affirme et je n'ai pas encore jusqu'à présent été contredit sur ce point, et en tout cas mon témoignage vaut largement celui des autres.
Non, mais... Moi, je parle. Alors, ce que je veux dire, c'est que ce monsieur a des difficultés dans ses affaires, et je sais ce que c'est, parce que j'en ai également. Je vous demanderai de m'entendre 2 secondes sur ce sujet. Mais je pense qu'il n'est pas nécessaire lorsqu'on a... Je pense, si vous me laissiez parler, lorsqu'on a des difficultés, qu'on n'est pas obligé de choisir n'importe quelle méthode. Et je considère que la méthode qui consiste à venir se cacher derrière un écran pour dire n'importe quoi sur la stimulation cardiaque est une mauvaise méthode. C'est vous qui le dites, ou c'est le docteur Mujica qui vous donne des La révélation est extrêmement simple, mais malheureusement elle est beaucoup plus brutale et beaucoup moins agréable que des informations sur les stimulateurs cardiaques. Je veux dire ce soir, devant tous les téléspectateurs de droit de réponse, que malheureusement, si nous ne trouvons pas de l'argent, Magazine Hebdo cessera de paraître avec le numéro. Oui, alors je savais que ça ferait plaisir. Je savais que ça ferait plaisir à beaucoup de monde. Et je vous remercie d'applaudir quand une entreprise de presse disparaît et quand des journalistes sont mis au chômage. Non mais vous avez raison. Non mais vous avez raison. Une entreprise de presse qui disparaît et qui dit du mal de la CGT, c'est sûr qu'il vaut mieux qu'elle disparaisse. On sait très bien que dans les régimes que vous prenez, il n'y a pas d'entreprise de presse libre. Alors jusqu'à présent, Magazine Hebdo était une entreprise de presse libre, et je voudrais que vous me laissiez dire 2 mots si c'est possible. Et cette entreprise de presse risque demain de disparaître si elle ne trouve pas l'argent nécessaire. Ça ne peut pas vous raconter des mensonges. Il n'y a que simplement les SS qui achèteront vos journaux. Je trouve votre acharnement sur un cadavre assez sordide. Vous faites absolument ce que vous voulez. Alors je dis simplement... Vous essayez d'écraser l'entreprise. Écoutez-moi, monsieur. Non, je sais que votre scandalisé, je pense que vos téléspectateurs, Michel Pollack, le sont avec moi, parce que je suis en train de parler de choses graves, y compris de suppression d'emploi, madame, si vous voulez le savoir, vous intéressez infiniment plus que n'importe quoi. Justement, vous avez essayé de mettre 100 personnes à la porte. Écoutez, mettons pas les choses sur le même plan, je vous en prie, la même chose. Vous êtes victime, c'est l'arroseur arrosé, votre histoire. C'est une histoire d'arroseur arrosé, vous savez très bien, monsieur Buffet est venu essayer de mettre le bordel sur le marché du simulateur cardiaque sur ce plateau. Il se plaint ensuite. Vous vouliez vendre un petit peu de journal, oui, parce que vous faites faillite et vous avez réussi. Alors, c'est tout à fait naturel. Alors, je dis simplement que si ça vous réjouit, je pense que ça en réjouit. Oui, ça me réjouit parce que Le journaliste qui a fait l'enquête quand même. Alors, Parce que ça donne un dernier mot, la vie Brière. Ah oui. Ça ne m'étonne pas avec des gens comme ça, des employés. Ce qui était le journaliste, ou qui est le journaliste Emmanuel Ratti qui a fait l'enquête pour Magazine Hebdo. Il faudrait quand même savoir que ce journaliste est au moins un fasciste. On en a la preuve parce que il vient de Rouen et il était à la tête. C'est scandaleux, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai. N'importe quoi, Emmanuel Ratti. Emmanuel Ratti. Monsieur Lebret, UDF. Ah oui, écoutez, lisez Balder. Il a écrit dans un journal qui est très Vous voyez, ce que je peux vous dire, il s'agit de gens qui s'appellent Balder, dans lequel il y a des articles sur les Waffen-SS et nazis. C'est à lui que vous faites appel pour vos enquêtes. C'est quand même pas mal. Ce que vous êtes en train d'essayer de condamner là, c'est le candidat contre Roland Leroy. Moi, je suis en train de Alors, Mais ça, c'est pas une preuve. allez, Ça, jamais vu. Non, mais ce que je voulais dire, alors, C'est dommage. On l'a vu. non, écoutez, ça suffit, je voudrais un dernier mot. Alors, on va lever le débat avec une très jolie femme sur ce plateau. Je vous signale que, il y a un mois, vient de paraître aux éditions Michel Lafon, Carrère, un livre de Larissa Doublet, Pierre Sorel et Larissa Doublet, Le crime de la Tourelle. Alors, je voulais, mais je crois que nous referons une émission avec Larissa Doublet, parce que je voudrais qu'on parle du problème des faits divers. J'avais envie de parler avec Larissa Doublet de ce que ressentait quelqu'un qui avait été en prison sous l'inculpation du meurtre de son mari. Et actuellement, l'actualité est sur le même sujet, puisqu'il y a dans le Parisien libéré aujourd'hui l'interview de Eliane Descombes, qui a été accusée elle aussi du meurtre de son mari, patron d'un restaurant. Il y a là beaucoup de rapprochements. Et aujourd'hui aussi, 2 médecins en prison de Poitiers, alors qu'ils étaient inculpés par causer la mort d'une malade. Là, nous n'aurons pas le temps ce soir, nous ferons ce débat, mais Larissa Doublet, qu'est-ce que ça fait lorsque tout d'un coup, dans tous les journaux, on a sa photo et qu'on dit, voilà, l'assassin de son mari?
ce qu'il faut vivre après avoir eu le non-lieu, après avoir sorti de la prison, après il faut vivre avec ces étiquettes que les journalistes ont collées à votre dos. C'est ça le problème. Je pense que je ne connais pas la vie personnelle de Madame Descombes, je ne suis pas cliente des Populaires d'ailleurs, mais je dois dire que c'est quelque chose qui est très difficile à traîner derrière soi, parce qu'il en reste toujours quelque chose. Et je pense qu'il y a un problème là. Peut-être qu'il faut changer les rapports entre la police et la presse. Peut-être il ne faut pas... Parce que nous, maintenant, je regarde par exemple à la télévision, on voit souvent, on vous dit que par exemple au mois de Vincennes, on a arrêté des terroristes. Le lendemain, on vous dit ils ne sont pas les terroristes. Et puis... les médecins ont tué, le lendemain, ils les ont pas tués, et puis c'est Madame Descombes, c'est pas Madame Descombes, mais vous vous rendez compte, parce que les malheurs, ça arrive toujours aux autres. Si c'était vous, voyons, il faut vivre après, il faut travailler après, il faut... Guy Claes veut vous poser une question. Oui, j'ai lu attentivement votre livre, madame, et je comprends parfaitement ce que vous ressentez. Mais je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Vous racontez que les policiers eux-mêmes ont été persuadés de votre... culpabilité, le juge d'instruction aussi. Dans l'affaire de Poitiers, à laquelle vous venez de faire allusion, tout a commencé par une dépêche annonçant que le juge d'instruction avait inculpé deux médecins pour assassinat. Les journaux, dans ce cas-là, ils rapportent. Peut-être que les juges devraient faire un peu plus attention avant d'inculper les gens. Peut-être que les policiers devraient avoir moins d'a priori. Mais les journalistes, vous ne pouvez pas leur demander de passer sous silence une inculpation quand un juge d'instruction la prononce. Je crois qu'il ne faut pas tout à fait mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger les choses. Je pense, je suis tout à fait d'accord que le changement ne peut pas venir des journalistes. Je pense que le changement peut venir de la justice un peu aussi, parce que tant qu'il y a des clients à lire qui sont désireux à lire ces articles, il y aura des articles pareils. Et tant que ça ne vient pas de la justice, de la police, parce que moi j'ai fait cette expérience, c'est scandaleux absolument. Parce que vous faites une déclaration à la police, le lendemain, ils ne partagent pas la chambre. Vous avez dit au commissaire, c'est scandaleux. C'est pas possible ça. C'est le problème du secret. Et je pense que ça doit déranger énormément l'instruction aussi, parce que le vrai coupable peut se faire des alibis, il peut être renseigné tout à fait sur le déroulement de l'enquête. C'est pas normal. Dans l'affaire de Poitiers, le juge d'instruction a inculpé les gens sur le témoignage d'un médecin qui se révèle aujourd'hui beaucoup plus fragile, et du coup, ils sont encore inculpés, on les remet en liberté. Je crois que là, il y a eu quand même... Mais il n'y a pas de secret. Quand on inculpe, moi, c'est mon avis personnel, souvent, pour être inculpé, il ne faut pas grand-chose. Il faut, si la police tient sous la main quelqu'un, un témoin qui peut rapporter plus de témoignages possible, il n'y a pas de vrai coupable. Pour calmer des esprits, vous êtes inculpé, il ne faut pas grand-chose. Dans mon cas, je suis sûre qu'il y avait des expertises qui prouvaient que c'était pas moi. Et quand même, j'étais inculpée d'homicide volontaire. Un mot, Jean-Marcel La Bourbeau. presse parfois est exagérée, mais parfois aussi le journaliste peut essayer aussi de contribuer à la vérité. Dans l'affaire de Poitiers, j'ai eu beaucoup d'histoires avec le journaliste de Libération, Lionel Duroy, qui était là-bas. Lui, très vite, a été persuadé que l'accusation ne fonctionnait pas, et il a passé son temps à Poitiers à essayer de comprendre, et finalement, il a réussi très vite à être convaincu que cette accusation ne tenait pas. Et je pense que la presse, d'autres journaux aussi, peuvent contribuer à faire en sorte que les instructions bâclées puissent peut-être être remis en cause. Dominique Jamais, un mot. On n'a pas le temps ce soir d'examiner l'affaire de Larissa Doublet, mais je voudrais dire que il ne faut peut-être pas donner des leçons aux autres aussi facilement, car ce livre, je l'ai lu en effet, je l'ai lu attentivement, et ce livre tombe exactement dans le défaut que Larissa Doublet reproche aux juges et aux policiers, à savoir qu'il indique des pistes, des coupables possibles, et qu'en particulier, il y a quelqu'un qui dans ce livre est très loin à bouler sa vie, c'est le mari de Larissa Doublet. Alors, ça c'est un débat, nous reprend un mot. Oui, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger, parce que Mme Larissa Doublet, regardez son livre, si on peut le montrer. Oui. Moi, je vois qu'il y a surtout beaucoup de photos. On voit Mme Larissa Doublet qui est effectivement très belle, pour montrer qu'elle est très belle, qu'elle est une bonne comédienne, etc. Autrement dit, elle semble ne pas mécontente, elle, d'avoir eu de la publicité quand ça fait divers. On pourrait en discuter. Alors que le médecin de Poitiers, lui, il est fini. Il est foutu, vous comprenez, ce qui lui arrive est un scandale. Alors ne mélangeons pas quelqu'un
qui est bien content d'avoir eu de la publicité, avec des gens qui sont liquidés par une presse, en effet, qui quelquefois va un peu vite en besogne. Oui. Un mot, monsieur Cabane. Michel Follac aussi que la presse, elle doit faire son travail d'information, mais elle peut être redoutablement dangereuse. Et à l'humanité, nous nous efforçons de mettre dans ce genre de choses beaucoup de rigueur, de méticulosité, dans la mesure où... Sur les faits divers, sur les faits divers en général. Mais je veux dire... Par exemple, mais par exemple... Moscou, il faut mais par exemple, sur l'affaire de Poitiers, ils sont très bons. sur l'affaire de... Oh, Cannes, c'est facile. Non, bah si c'est facile, c'est de votre faute, c'est pas sur l'affaire de Poitiers, beaucoup de journaux sont avancés, je trouve, un peu inconsidérément, et aujourd'hui, devant les faits, le déroulement de l'instruction, on doit se poser quelques questions, par exemple. Alors, je signale que le livre de Larissa Doublet se lit comme un roman policier, et je dois dire, et c'est pour ça que je lui demanderai de revenir sur l'émission sur les faits divers, c'est que Larissa Doublet, ce livre qui a été écrit d'ailleurs par Pierre Seurat, je crois que vous-même finalement, il est là sur le plateau, est un livre qui vous accable souvent. C'est un livre qui est assez étonnant, c'est là où moi je serais persuadé de votre innocence, parce que si vous n'étiez pas innocent, vous n'auriez pas laissé publier un livre où à chaque page on se demande si vous n'êtes pas coupable, tant il y a de révélations étranges, et tellement votre vie est la vie d'une superbe aventurière slave, comme on l'a dit dans la presse, mais c'est vrai, votre livre le montre. Alors je conseille aux téléspectateurs de lire ce livre, parce que c'est comme un policier, et à la fin on se dit, mais qui est l'auteur du crime? Et on reste sur un immense point d'interrogation. Alors on vous demandera de revenir et nous parlerons peut-être plus en détail de certains points très très obscurs dans votre livre, de certaines pistes que vous donnez, du côté de l'affaire de Breuil, du côté d'autres, vous parlez d'un personnage, M. Moreau, dont dans Spécial Dernière on dit aujourd'hui que ça serait lui l'instigateur du crime. Ce monsieur était le parrain d'une fille Leroux, l'affaire du casino de Nice. Vous voyez, c'est un vrai roman d'espionnage, donc on peut le lire. Larissa Doublet, Le crime de la Tourette. Je vous remercie d'être venu ce soir. Nous avons dépassé minuit. Je vous rappelle que Jean-François Kahn vient de publier les Victor Hugo entre 1847 et 1851. Et je vous signale enfin que nous rendons hommage, pour terminer, un journal qui vient de paraître, l'autre journal, Les Nouvelles Littéraires, le premier numéro de ce mensuel. Alors merci à tous, bonsoir, et je ne vous donne pas rendez-vous la semaine prochaine. Nous allons laisser les téléspectateurs digérer en paix, puisqu'il paraît que notre émission, parfois, en empêche certains de digérer. Alors bonne fête et rendez-vous le 5 janvier pour une émission qui s'appellera Nous 15. Bonsoir et merci.